Chers téléspectateurs, bonjour, bon dimanche à tous. Bienvenue dans votre émission Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook et YouTube. Avec moi sur ce plateau, Guy Benoît de Victor, journaliste et analyste politique. Albert Mianzukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine. Clavis Kiba, journaliste et administrateur du média en ligne Journal Events. Bonjour messieurs. Bonjour. Nous sommes ensemble pour décortiquer la rencontre entre Trump et Zelensky pour la paix en Ukraine, la menace de grève assortie d'une augmentation du prix du transport en commun et la mobilisation autour du patriarche. Je vous invite donc à suivre cet élément, objet de notre premier sujet. La capitale américaine est encore secouée par cet épisode sans précédent dans le bureau ovale, une rencontre diplomatique qui a viré au fiasco alors qu'il était venu à la Maison-Blanche pour signer un accord sur les minerais ukrainiens. Le président Zelensky, dans le bureau ovale, a notamment déclaré qu'il ne fallait pas faire de concessions à Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de tueur. Il a également dit qu'il ne pouvait pas y avoir de cessez-le-feu sans garantie de sécurité. Des propos qui ont déplu à Donald Trump, qui veut rapidement résoudre le conflit et qui ne cache pas sa bonne relation avec le président russe. Donald Trump qui a très vite haussé le ton. Et puis, chose rare, son vice-président, J.D. Vance, est intervenu dans la conversation. Il a notamment reproché au président ukrainien de ne pas avoir assez remercié l'Amérique. Peu de temps après cette rencontre, on a vu le président ukrainien quitter précipitamment la Maison-Blanche, la mine fermée. La conférence de presse a été annulée. Alors selon CNN, la délégation ukrainienne a insisté pour rester et continuer les négociations, mais Donald Trump leur a demandé de partir. Et puis ensuite, quelques heures après, hier soir, lorsqu'il s'est envolé pour la Floride, eh bien, il a déclaré à des journalistes que selon lui, le président ukrainien ne cherchait pas la paix, qu'il souhaitait seulement continuer à se battre. De son côté, lors d'une interview sur la chaîne Fox News, le président ukrainien a dit qu'il ne s'excusait pas, qu'il ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal. Alors, côté démocrate, c'est la sidération, c'est l'embarras. Beaucoup ont dit que cet épisode cruel, je cite, eh bien, allait faire du mal non seulement à l'Amérique, mais aussi au reste du monde. En tout cas, du côté républicain, c'est le soutien pour Donald Trump. Le sénateur Lindsey Graham nous a notamment déclaré à la Maison-Blanche que Zelensky devait à présent soit démissionner, soit changer. En tout cas, cet épisode rappelle la grande fracture qui existe désormais entre l'Amérique de Donald Trump et les Européens. Bien, nous avons vu cet échange qu'il y a eu entre le président Trump et le président Zelensky. Albert, est-ce que peut-on comprendre que la paix est compromise à l'issue de cet échange-là? Est-ce que ça peut être sujet de la paix entre la Russie et l'Ukraine? Alors il y a deux visions qui s'affrontent visiblement. Donc, d'abord, il y a la vision de Zelensky pour qui la guerre ne peut pas se terminer simplement parce que les armes se taisent. Il faut aussi des garanties qu'elles ne reprennent pas, qu'elles ne se prolongent pas. Et donc, pour cela, il faut pousser M. Poutine à reconnaître un certain nombre de principes, dont, par exemple, celui de rétrocéder à l'Ukraine les parties de territoire conquises en Crimée, dans le Donbass, et donc faire en sorte que ce qui va être signé soit le garant de ce qui va être. Mais Monsieur Donald Trump ne l'entend visiblement pas de cette manière. Pour lui, dans mon dernier éditorial, moi j'ai titré le droit ou la force. Et donc Monsieur Donald Trump, c'est visiblement un rapport de force. D'abord, dire que il a dit ouvertement à Monsieur Zelensky, d'une manière pas trop courtoise d'ailleurs, il a dit écoutez, vous signez un traité de paix avec Monsieur Poutine, et ensuite la paix viendra. Sinon, c'est la guerre à l'infini, peut-être même la troisième guerre mondiale. Il a dit, et donc du coup, il y a eu sur le champ un renversement de toutes les hypothèses, toutes les perspectives qui s'envisageaient jusque-là,
au point que pour répondre en plus bref et plus concret à votre question, je ne sais pas quelle sorte de paix pourra sortir du lendemain de cette entrevue qui a été musclée, qui a été jusqu'aux limites de toutes les règles de la diplomatie, de la courtoisie, du bien-être, du bien-savoir, j'allais dire. Donc, aux États-Unis, je pense pas qu'il y ait eu à la Maison Blanche une autre rencontre aussi heurtée, mais de manière, mais vraiment, j'allais dire, tout à fait spectaculaire. Ajoutons même un petit détail, que le président Trump avait invité M. Zelensky. Il avait invité. Et donc, comme tel, un invité, on ne le froisse pas, on ne le manipule pas. Il a été froissé. Voilà, c'est ça. Là, il a été plus que froissé, il a été piétiné. On le voyait, d'ailleurs, il y a des caricatures qui, ce matin, représentent M. Zelensky en petit gosse qu'on gronde, et qui est apeuré dans son berceau, et donc il y a ça. Donc je dis, Monsieur Donald Trump, bon, il est président de la République, mais son adjoint, Monsieur Vance, qui a fait savoir vertement à Monsieur Zelensky, vous n'avez pas dit merci à... Vous savez, c'est comme quand nos enfants, on leur dit, lavez-vous les mains avant d'aller à table. Voilà. Saluez le monsieur poliment avant d'entrer dans votre chambre, vous coucher. C'est exactement la même logique. Et donc, c'est effrayant. Voilà, c'est ça. Alors, Clarisse, les relations entre Zelensky et Trump pour finalement imposer presque la paix entre Poutine, est-ce que c'est encore possible que Trump puisse faire entendre raison à Zelensky pour qu'il signe la paix? Bon, c'est la politique, hein. Je crois que c'est possible, mais je vais croiser un peu Albert qui dit que lorsqu'on invite quelqu'un, il ne faut pas le froisser. Mais seulement, l'invité Zelensky n'a pas été dans le contexte. Zelensky a été invité par Trump pour signer un accord sur les minerais, pour permettre aux Américains d'exploiter les minerais ukrainiens. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps à se plaindre. À se victimiser. C'est son allié. À se victimiser. Qui le soutient, en fait. Donc, Trump est clair. Trump, c'est quelqu'un de pragmatique qui veut la paix, qui ne veut pas que les États-Unis dépensent de l'argent inutilement. Donc, je crois que coûte que coûte, la paix reviendra plutôt en Ukraine, parce que Trump s'est dit lors de sa conférence de presse avec son homologue français le lundi dernier, il a dit que son homologue privilégié pour cette question de paix, ce sera Poutine. Donc, Trump s'est donné pour mission de convaincre Poutine. Et avec Zelensky, c'est vrai, il y a eu affrontement, mais je crois que si les États-Unis suspendent l'aide militaire et financière à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre. Je crois que c'est Zelensky qui va revenir aux décisions de Trump. C'est ce que je pense. Ah, c'est Zelensky qui va... C'est Zelensky qui reviendra rencontrer Trump pour se soumettre aux décisions de Trump. Il a dit qu'il ne reviendrait plus à la Maison-Blanche. Il a dit, mais il dit, nous sommes en politique, il a dit. Mais les faits vont le rattraper. La réalité va le rattraper. La réalité va le rattraper. Voilà. Guy Benoît, est-ce que la paix est toujours possible avec ce qui vient se passer entre Zelensky et Trump? Parce que Trump... lui, son problème, c'est les États-Unis ont mis trop d'aide pour aider Zelensky. En fait, c'est lui-même qui est accusé. Est-ce que c'est la paix encore possible entre la Russie et l'Ukraine par l'intermédiaire de Trump? Oui, je crois bien, puisque nous sommes là en politique, comme disait Clarisse tout à l'heure, nous sommes en politique. Rien n'est impossible. La politique, c'est pas comme les mathématiques. Ce sont les rapports de force. Aujourd'hui, entre Zelensky et Trump, qui est en position de force? C'est celui qui est en position de force qui fait la loi. Et Trump se présente dans cette position-là. Il sait que l'Ukraine, sans l'accord des États-Unis, ne ferait absolument rien. Ce n'est pas pour rien qu'il lui impose de signer, de lui donner la terre rare. Il lui impose pourquoi? Parce qu'il sait que l'Ukraine dépend des États-Unis. Et même l'Europe qui soutient l'Ukraine compte sur les États-Unis. Oui. Voilà. Pour faire face à Poutine. Or, à suivre Trump, le cœur bat
pour Poutine. Oui. L'Ukraine prend des bas pour Poutine. Et en ce moment-là, lui qui veut retrouver son hégémonie, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est l'Amérique qui a façonné le monde. Et ils veulent reconquérir la place. Et pour que l'Europe revienne sur les pieds de l'Amérique, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut les affamer. Il veut bien affamer l'Europe. Et l'Ukraine. Qu'est-ce que Zelensky pourra faire? La preuve, depuis que l'autre est arrivé, nous entendons les sons de cloche. On lui demande soit de démissionner. Hein? Bon, quand on demande à un président étranger de démissionner, ça veut dire qu'on sait qu'il est en position de faiblesse. Ouais, on sait qu'il ne peut rien faire sans l'apport des autres. Mais l'Europe aussi n'a pas besoin d'affronter l'Amérique. L'Europe n'a pas besoin d'affronter l'Amérique. Donc, coûte que coûte, cette guerre finira par s'arrêter. Mais en faveur de la Russie. Tel qu'on y va. Parce que la voie est déjà tracée. Ce n'est pas Trump qui repartira vers Zelensky pour dire, bon, viens, excuse-moi de ce que j'étais fait. Et voilà. Mais pour chercher quoi? Puis, Monsieur Trump a une facilité étonnante et merveilleuse d'oublier ce qu'il a dit la veille. Donc, déjà, il a traité cette semaine de petit dictateur non élu, etc. Voilà. Et hier, avant-hier, donc, on lui a posé la question. Il dit non, c'est pas moi qui ai dit ça, non. Est-ce qu'il ne souffre pas? Ça, c'est son talent, ça. Est-ce qu'il ne souffre pas d'Alzheimer? Parce qu'il oublie facilement ce qu'il raconte. Bon, il est comme ça. C'est un manipulateur sur ce point-là. Mais en ce qui concerne les économies, en ce qui concerne l'argent, Trump est très pragmatique. Ah oui, Trump est très pragmatique. Lui, ce sont les intérêts des Américains qui prient avant tout. Avant toute chose. Il a même dit lors de la conférence de presse, j'ai souligné ça, nos confrères ont dit ça, il dit, les États-Unis ont fourni beaucoup plus d'aide à l'Ukraine que d'autres pays. Des centaines de millions de dollars. Nous devons pouvoir récupérer cet argent. Donc pour lui, ce qui compte, c'est l'argent. mais c'est un homme d'affaires. C'est un homme l'argent avant tout. oui, mais l'argent ne va pas sans éthique aussi, parce qu'il parle tantôt de 350 milliards, tantôt de 500 milliards de dollars. Alors donc, on ne sait pas très bien. Il confond. Moi, je pense qu'il le fait sciemment. Oui, parce que bon, voilà. Oui, merci beaucoup. Ce que nous espérons, c'est que cette guerre prenne fin pour le bien de toute l'humanité. Je vous invite à suivre cet autre élément pour aborder notre deuxième sujet relatif à l'avis de grève lancée par un syndicat des transporteurs, une grève de 3 jours qui sera assortie si le gouvernement ne fait rien de l'augmentation finalement du prix du prix de transport en commun. La reconduction des taxes dans la loi des finances exercice 2025 est mal perçue par l'intersyndicale de transporteurs en commun. Cette plateforme syndicale menace de lancer un avis de grève à compter du 3 mars de l'année en cours pour dénoncer cette mesure pourtant écartée en 2024 et qui n'arrange guère les acteurs du secteur de transport en commun. À cela se greffe également l'augmentation du prix du carburant. Suite aux plusieurs augmentations de produits pétroliers à la pompe, la dégradation des voiries urbaines, les contrôles abusifs de la police et ajouter à cela le raquettage de la société Africa Paysage sur la RN2. Mais l'Africa Paysage est en train de prélever des sommes énormes allant de 100 à 500 000 francs, voire même plus. On avait écrit au Premier ministre. Et donc, nous attendons, si jusqu'à dimanche, rien n'est fait, on n'a pas un retour du gouvernement, donc à partir de lundi 3, les transporteurs vont observer un arrêt de travail. Pour le moment, nous allons commencer par Brazzaville. Pour les consommateurs, il revient au gouvernement de s'employer pour trouver un compromis avec les transporteurs, au risque de conduire vers une grève, avec pour corollaire les perturbations dans le transport. Il faudrait que le gouvernement rencontre les transporteurs. Nous également, on fera partie, puisque généralement quand ils tiennent les réunions, là, nous sommes là, pour regarder le plus tôt possible avant qu'on arrive à la date du 3. Donc il faudrait que le gouvernement les reçoive le plus tôt possible pour éviter le pire, parce que sinon ce jour-là, les gens n'iront pas au boulot et puis il y aura un manque à gagner pour l'État. Si l'État avait des moyens de transport, ça ne devait pas nous faire peur. Mais là, on a peur. On a peur. Ça sera très difficile. Donc il faut voir ce problème-là avant que la date n'arrive. En toile de fond de cette grève, le statu quo de litanie des revendications soumises au gouvernement par l'intersyndicale de transporteurs en commun, rappelant que c'est pour la énième fois que ces syndicats tentent de diligenter un mouvement de grève
dont la dernière menace a été sauvée de justesse grâce à l'implication du ministre Juste Désiré Mondélé en juillet 2024. Nous avons vu la vie des grèves et les inquiétudes des consommateurs, parce que une grève de transport en commun risque de perturber la vie. Clarvis, les transporteurs en commun ont-ils raison de menacer comme tout un pays qu'il y aura grève? Est-ce que c'est de bonne loi de procéder comme ça parce qu'ils sont derrière les revendications? Non, mais je crois qu'ils sont dans leur droit. C'est pas des menaces, mais moi je considère ça comme ils sont en train de faire chanter le gouvernement. Parce que même dans le reportage, on a dit, c'est pour la énième fois. Ils ne vont jamais en grève, ils menacent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le grand problème ici, c'est que on ne trouve pas les solutions durables. Parce que je ne suis pas sûr que lundi, ils vont aller en grève. Je ne suis pas sûr. Parce que déjà le samedi, c'est-à-dire hier, ces transporteurs-là ont eu une réunion de prise de contact avec la nouvelle ministre en charge des transports. C'est sûr que ça va se régler. Ils n'iront pas en grève. Ce que moi je condamne ici, c'est quoi dans cette histoire? C'est qu'il y a un manque de sérieux de part et d'autre. De la part des gouvernants et de la part de ces transporteurs-là. Oui, les deux, ça va. Ils commencent à faire un peu du commerce dans cette histoire de grève. Les menaces de grève, qui savent que quand ils vont lancer des menaces, on va les appeler pour discuter. Certainement, à la fin des discussions, il y aura des enveloppes qui vont circuler. Et puis après, il n'y a rien. Donc, ces syndicalistes-là sont en tort. Et puis, parmi les points, les revendications, ils parlent des contrôles abusifs des policiers de la gendarmerie. Mais un contrôle n'est jamais abusif. Il n'y a pas de contrôle abusif. Parce qu'un contrôle, c'est des mesures de prévention. Et par exemple, lorsque les élèves font les examens, les surveillants sont toujours là dans la salle, ils ne vont pas dehors. Est-ce que les élèves vont dire que non, c'est un contrôle abusif? Non. Ce point-là, je crois qu'ils doivent le retirer. Ils doivent le retirer. Mais ils parlent de dégradations très avancées des routes. Ça, c'est vrai. Je crois que de part et d'autre, je le répète encore, de part et d'autre, il doit y avoir du sérieux. Le gouvernement doit trouver des solutions durables sur ce problème-là, des transporteurs, pour qu'il n'y ait pas toutefois des menaces de grève, parce qu'à un moment donné, ça fait trop, quoi. Oui, le gouvernement, pour donner une réponse durable, que doit-il faire? Que doit-il proposer pour que les transporteurs ne reviennent plus dessus? Que doit-il proposer? Déjà, en ce qui concerne les routes, la dégradation des routes, aménager les routes et diminuer les coûts. Bon, le prix de carburant à la pompe là, c'est l'une des recommandations de l'État, de FMI. Nous sommes en programme avec le FMI. Arronger ce problème-là. Et puis arrêter et mettre un peu de l'ordre dans ce qui concerne les paysages à la route nationale numéro 2. C'est trop cher. Il faut qu'on ramène ça à la baisse. C'est ça les solutions, les deux principaux points qu'il faut régler. Mais après les autres, comme par exemple le contrôle abusif, là, en tout cas, c'est pas un point à prendre de sérieux. C'est pas un point à prendre de sérieux. Parce qu'on peut pas reprocher aux gens de faire des contrôles. D'accord, la police doit toujours contrôler. Albert, les revendications des transporteurs en commun, on se rend compte que ça revient chaque année presque. C'est le fait que le gouvernement ne donne pas de solutions consistantes ou ce sont les transporteurs qui veulent encore gagner plus? C'est-à-dire que l'une et l'autre chose sont vraies, mais on ne sait pas très bien. Mais il y a quand même quelque chose d'assez frappant dans cette histoire. C'est d'abord que chaque année, ce sont les mêmes revendications qui reviennent, plus ou moins. Ce qui veut dire que l'année précédente, la solution qui devait être appliquée n'a pas été appliquée de manière durable. Et puis, il y a quand même un phénomène assez curieux chez nous. Comment voulez-vous que pour la résolution de tout problème de travailleurs, il faille en passer par la grève ou la menace de grève? C'est quand même bizarre. Et donc, comme le jeu est connu des deux partenaires, aussi bien l'État que les travailleurs, les syndiqués, donc nous verrons que d'ici je sais pas, 24 heures avant l'échéance, une solution aura été trouvée. Mais pourquoi ne l'applique-t-on pas déjà pour épargner un tout petit peu Est-ce que c'est une mesure de pression pour que les syndiqués reçoivent une enveloppe, un encouragement, une espèce de moyen de les faire taire? Ça, je n'en sais rien, mais ça n'est pas sérieux que nous fassions comme ça l'expérience chaque année
et encore maintenant, c'est au début de l'année, mais souvent c'est vers les mois d'octobre, novembre, que nous fassions chaque année l'expérience d'une menace de grève jamais portée comment dire, à exécution, heureusement, mais à la longue, nous finissons par nous lasser et nous irriter de ce genre de pratique. Je veux bien, c'est normal que dans le monde du travail, pour que le travailleur ait certains droits, il faut il faut faire recours à la menace de grève, par exemple, pour piller l'État. Mais c'est quelles sont les revendications phares? Quelles sont les revendications phares? Quelles sont les revendications phares des peuples? Moi, je dis, si c'est des contrôles, mais c'est normal que dans un État, qu'il y ait quand même les feux rouges, qu'il y ait quand même le contrôle. C'est normal. Mais si c'est abusif, mais c'est à eux de définir l'abusivité, là, c'est quoi? Bon, si c'est vraiment par rapport parce qu'ils ne sont pas en règle, n'est-ce pas qu'il faut se mettre en règle? Il faut se mettre en règle pour ne pas être emmerdé. Mais si vous ne mettez pas en règle, et leur patron n'achète pas les papiers, ne règle pas bon, eux, ils viennent faire la grève en faveur de leurs patrons, qui sont eux-mêmes gouvernants. Vous voyez, parce que les propriétaires des véhicules, là, c'est les gouvernants. Il y a conflit d'intérêts. Ben voilà, il y a conflit d'intérêts. Et c'est pourquoi facilement, le gouvernement cède. Puisque ces transporteurs-là dépendent d'eux. Les moyens de transport, ce sont les leurs. N'est-ce pas? Facilement, le gouvernement cède. Donc, oui, il y a là, sur cette question, beaucoup de choses à dire. Par exemple, le fait des contrôles abusifs. Non, ça existe, les vrais contrôles abusifs. Hein, lorsque un taximan est arrêté par un cordon de police et puis, on lui dit déjà tout de suite, toi, mets-toi de côté. On lui ravit le permis. Le pauvre gars a beau courir après le policier. Le policier lui dit, oui, tu attends. Ça, c'est une manière de régler la chose un peu dans l'obscurité, dans le matabiche, comme on dirait, pour que ça rapporte au policier sans passer par les voies normales. Mais il y a une chose qui est très aberrante. D'abord, moi, petite réflexion, je dis les conducteurs de moto. Mais le mois où ils portent le casque, c'est le mois où la police sévit. Et puis le deuxième mois, on voit que tout le monde revient à tête nue et à trois par moto. Je me suis amusé l'autre jour au village Maya de compter un peu les motos qui étaient en règle. Or, d'abord, la plupart n'étaient pas en règle, c'est-à-dire 90%. Pourquoi? On ne peut pas conduire une moto, ça c'est vraiment le code de conduite, on ne peut pas conduire une moto en sandales. En sandales, on ne peut pas. Or, normalement, tous nos motards, motocyclistes en tout cas, conduisent toujours avec ce que nous appelons là la gomme, etc. Or, ça c'est interdit parce que une chaussure comme ça peut tomber et puis donc s'enfoncer dans le moteur et provoquer un accident. Il y a ça. Il y a autre chose. À trois, sur une moto. Oui, c'est prohibé. Oui. Il y en a deux qui ont un casque. Le troisième, non. Or, quand je vois ça, même les motards de la police, vous voyez, pas les grosses motos blanches et bleues là, mais les policiers eux-mêmes qui ont l'uniforme et qui conduisent leur Jakarta, ben c'est rare qu'ils portent un casque. Comme si être de la police nous exemptait des accidents. Donc, il y a toutes ces choses-là à revoir. C'est pourquoi les contrôles abusifs doivent être combattus déjà dès le départ et ne pas être laissés comme ça, sauf si, effectivement, nous sommes d'avis que ces propriétaires de véhicules, de taxis et véhicules roulants sont d'abord eux-mêmes ou des policiers ou des gouvernants. Ça, c'est... Ok, merci. Ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que tout le monde devrait se conformer au texte qui gère la circulation, le transport en commun pour que les remous soient évités.